Donc, la poésie n'est pas morte en France, pouvait-on lire il y a quelques jours dans le journal Le Monde, à propos bien évidemment de cette polémique littéraire sur la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes. Que l'on soit pour ou contre Sylvain Tesson, cela a au moins eu le mérite de nous interroger, tout simplement sur notre rapport à la poésie et à la définition que nous nous en donnions. Cette affaire a même permis à un ministre de l'économie, à des politiques qui n'ont peut-être pas tous ouvert depuis longtemps un recueil de poésie, à des journaux qui n'ouvrent pas toutes leurs pages à la critique de recueils poétiques, tout simplement de s'exprimer sur la poésie. Alors, la question que nous allons nous poser en cette fin de semaine est si la poésie, tout simplement, pouvait alléger notre quotidien. On entend la respiration de Diane de Cellier, qui est une preuve que la poésie, eh bien, peut en tout cas être une vraie respiration dans ce monde de brut. Bonjour Diane de Cellier. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir avec ce tout nouvel ouvrage. Éditrice que vous êtes, on ne vous présente plus, vous êtes spécialisée dans ces grands textes de littérature que vous exhumez, que vous dégotez, illustrés par les plus grands peintres. Et le dernier, donc, tout simplement, s'intitule Poésie au pluriel, d'une certaine Emily Dickinson. Je dis une certaine, pardon. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue en France, cette femme. Hein. Elle l'est de plus en plus, et puis elle a ses Loudoyon. Oui, grâce à Loudoyon, on a effectivement rencontré énormément de gens qui ont adhéré complètement à cet ouvrage parce qu'ils suivaient Loudoyon, qui en parle merveilleusement bien. Ouais. Et vous êtes donc venu avec cet ouvrage. Précisons qu'il est illustré, comme à chaque fois, par les plus grands peintres, et donc là, par des peintres de la première moitié du XXe siècle. Pourquoi ce choix ? C'est un courant poétique très très particulier qui est la poésie moderniste américaine. En fait, ce sont tous des peintres qui ont voulu s'affranchir de l'Europe et créer leur propre peinture avec leur propre regard et en se détachant complètement des codes qu'on pouvait leur imposer en Europe. Et ce sont des peintres qui explorent la nature américaine, les espaces, la profondeur des espaces, des villes, des gens, avec un regard qui va au-delà de ce qu'ils voient. Donc on est dans la figuration, mais une figuration presque transcendante et tirant parfois vers l'abstraction. Bon, on connaît en France Georgia O'Keeffe grâce à cette très belle exposition de Beaubourg et également Edward Hooper, et tous les autres sont dans l'ensemble assez méconnus, et Georgia O'Keeffe aurait pu être la sœur d'Emily Dickinson tellement elle se rapproche alors que presque un siècle les sépare l'une de l'autre. On peut dire que c'est une mystique, Emily Dickinson, ou pas ? Totalement. Oui, hein. Totalement. Donc et Georgia alors. O'Keeffe aussi, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Paul Amblard, vous qui êtes si amatrice, alors vous êtes spécialisée, mais c'est une passion. L'art est une passion, et la poésie, j'imagine, en fait partie. On ne peut pas être amatrice d'art sans aimer la poésie. C'est une question que je me pose, en fait. Oui, bonjour. Alors, Bonjour, Paul. Bonjour, Marie-Ange. Il faudrait définir peut-être la poésie. Eh bien, je vous propose de donner la définition qu'en donne une certaine Emily Dickinson, puisque c'est elle qui est célébrée aujourd'hui. Il était poète, quelqu'un qui distille un sens étonnant à partir de significations ordinaires. Oui, c'est pas mal. Moi, j'ai envie de vous répondre par un petit texte de Christian Bobin que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, qui définit également le poète. Dans La Dame Blanche, qui est le livre où il parle d'Emily Dickinson, il dit ceci. « Un poète, c'est joli quand un siècle a passé, que c'est mort dans la terre et vivant dans les textes. Mais quand c'est chez vous, un enfant épris d'absolu, bouclé dans sa chambre avec des livres, comme un jeune fauve dans sa tanière enfumée par Dieu, comment l'élever ? Les enfants savent tout du ciel jusqu'au jour où ils commencent à apprendre des choses. Les poètes sont des enfants ininterrompus, des regardeurs de ciel impossibles à élever. » On parlait de Paul aussi, Paul Amblard, oui. La chambre d'une âme. En tout cas, je vais terminer votre présentation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, cher Paul Amblard, magnifique présentation, définition de la poésie par Diane de Cellier. Paul Amblard, vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge, la symbolique chrétienne. Et donc, parmi vos nombreux ouvrages, le dernier, c'est La chambre de l'âme, publié chez Salvator. Et de fait, cette définition, j'imagine que vous y adhérez. J'y adhère et en fait, on peut se dire, la poésie, c'est les poètes, on a peut-être un petit sourire quand on dit « Oh, toi, tu es un poète ». C'est vrai. Et en fait, on s'aperçoit que la poésie, c'est un regard, c'est une attention. Au contraire, c'est pas du cosmétique, on repeint pas le monde en rose.
Au contraire, c'est un vrai regard sur la réalité. Et c'est une capacité d'attention. Et je crois, Capacité d'attention. oui, parce que je pense que on va trop vite aujourd'hui. On n'a plus cette capacité à rentrer en contact avec la nature, avec le monde, à voir comme un homme du Moyen-Âge. Vous savez que je suis obsédée par le Moyen-Âge, Ouais. mais c'est ma spécialité. Mais en tout cas, un homme du Moyen-Âge, quand il se promenait dans une forêt, il entendait, il voyait les arbres lui parler, il voyait une église au-dessus de sa Il tête. regardait. Il regardait, il avait une attention, il avait comme, on pourrait dire, un troisième œil. Certains, je crois que c'est Rimbaud, il parlait le voyant. Enfin, oui, on Mais a oui, perdu il y a- cette capacité. Aujourd'hui, on regarde notre smartphone et il paraît qu'on en devient myope. On regarde plus l'horizon. C'est vous dire à Et quel qu'on point. devient bête, il Et il y a paraît. idiot. Mais c'est certainement une capacité de contemplation. Ouais. Et je crois que en fait, on peut être tous poètes. La poésie, comme l'a fait Emily Dickinson ou d'autres poètes très connus, hein, Hugo, Baudelaire, enfin Oui. tous les poètes qu'on connaît, ont cette capacité de mettre des mots sur des sensations, sur ce qu'ils voient, Ouais. sur leur capacité de voyance. Mais vous voyez, on parlait de Christian Bobin tout à l'heure. Oui. Christian Bobin, il a écrit un petit livre que je vous recommande tous, qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Et ce plâtrier siffleur, eh bien, il définit les poètes. Et il dit, les poètes, ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent et qui peignent. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter poétiquement le monde, ou habiter humainement le monde. Au fond, c'est la même chose. C'est beau, parce que c'est vraiment, on se rend compte que cette capacité d'attention au monde est accessible à tous. Simplement, il faut devenir contemplatif. Et oui, et heureusement que Diane de Célie est là pour justement les mettre en valeur, ces voyants, ces prophètes. On peut dire plusieurs choses, hein, on peut les définir différemment, on peut les définir de 1000 mots au fond, ces poètes de tous les temps, mais en particulier ceux de l'époque d'Emily Dickinson. Elle a un côté, vous avez parlé de Baudelaire, mais c'est vrai qu'on voit, c'est presque de la vidéo, c'est du réel comme on dit aujourd'hui. Finalement, c'est des tableaux de réel, et en même temps... avec tellement de... Il n'y a pas que le réel, évidemment. C'est sublimé par le talent, la versification, l'univers qui est celui du poète, et en particulier celui d'Emily Dickinson, évidemment. N'est-ce pas, Diane de Célie? Oui, tout ça est complexe. Hein. Totalement. Mais si vous voulez, pour moi, la poésie, Ouais. c'est exactement ce que dit Paul. Mais il y a aussi, et je pense que le Paul le pense aussi, ce jaillissement de l'âme, ce cri que l'on arrive à projeter du plus profond de soi en trouvant les bons mots, pardon, pas les beaux mots, les bons mots qui vont expliquer une sensation, un sentiment, et qui vont permettre au lecteur de rentrer, non pas par son intelligence et sa lecture ligne à ligne d'un poème, mais de le saisir dans sa globalité, comme quand on regarde une peinture. Moi, j'ai appris à lire Rimbaud de la façon suivante. Je n'arrivais pas à lire Rimbaud, je n'y comprenais rien. Je suis probablement pas assez contemplative de nature, mais heureusement, je le deviens avec mes ouvrages. Mais quand on a voulu publier Rimbaud, illustré par la peinture à la frontière du XXe siècle, donc tout ce qui correspond aux illuminations, à la lumière, à la beauté, je me suis dit, mais c'est inillustrable et je comprends rien à Rimbaud. Et j'étais prête à abandonner le projet quand des collaboratrices au bureau m'ont présenté quelques poèmes pour lesquels elles avaient trouvé les images. Et tout à coup, j'ai réalisé que le poème se lisait comme un jet, comme d'une seule vision, comme une peinture. Impressionniste. Hein. Vous la regardez, j'aime pas cette peinture, et puis vous commencez à détailler. Tiens, il y a un oiseau là. Tiens, la limite du jaune et du bleu est intéressante. Tiens, et vous rentrez petit à petit dans une œuvre d'art, comme vous rentrez petit à petit dans un poème. Et très souvent, ça commence par un jaillissement, et puis une autre façon d'exprimer les choses. Et c'est vrai que malheureusement, alors je ne sais pas comment c'est ailleurs, dans d'autres pays, comment c'est transmis la poésie, mais j'avoue qu'en France, peut-être pour nous arrêter quelques secondes, parce que ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante de l'émission, mais on a souvent tendance à nous apprendre à apprendre par cœur d'abord un poème,
de façon, et à l'analyser plus tard, de façon presque mathématique, Diane de Célier. Alors, c'est vrai qu'après, retrouver l'amour de la poésie n'est pas forcément chose aisée. Vous ne trouvez pas? Je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai que c'est fastidieux d'apprendre des poèmes par cœur, mais en même temps, je trouve que cela permet déjà d'entretenir sa mémoire, ce qui est important, et puis de donner du temps et de l'importance à la poésie pour en trouver les rythmes, pour en trouver les saveurs, pour les comprendre. Alors, ça peut en dégoûter certains, comme ça peut aussi donner le goût de la poésie à d'autres. Et pour moi, je ne sais pas si Monsieur Attal m'entend, mais je donnerais beaucoup plus de cours de poésie et d'apprentissage de poèmes à l'école. Pourquoi? Ça pour cela, justement, la mémoire, déjà, ce qui est important, et puis la connaissance de quelque chose qu'ils ne vont pas forcément comprendre tout de suite, mais qui va les habiter. Quand je pense au nombre de poèmes que nous apprenions enfants et que nous connaissons encore, que nous récitons, dont connaissons des bribes, et quelque part, c'est le fondement aussi de notre culture, la poésie. L'amour qu'une vie peut montrer ici-bas n'est qu'un filament, je le sais, de cette chose plus divine qui se pâme sur le visage du midi et frappe le briquet du soleil et retient l'aile de Gabriel. C'est lui qui, en musique, suggère et ondoie, et loin, très loin, les jours d'été, distille une vague souffrance. C'est lui qui, à l'est, en amour, et teinte le passage à l'ouest d'iode poignante. C'est lui qui invite, terrifie, enrichit, voltige, miroite, prouve, dissout, revient, suggère, condamne, enchante, puis s'élance au paradis. Waouh, effectivement, là on y est. Là on y est complètement. Dans cette peinture en plus. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant. Paul Amblard, vous qui vous passionnez pour l'iconographie du Moyen-Âge, mais l'iconographie en général, est-ce que c'est un plus finalement, ou est-ce que c'est un piège? L'iconographie qui accompagne. Oui. Est-ce qu'on illustre un poème? Mais alors, tous les livres de Diane illustrent. Mais oui. Mais alors, ça dépend. Soit on illustre quelque chose pour mettre en valeur, soit on apporte une information en plus. Et je pense que tout le génie des éditions Diane de Célier, ça réside dans cet apport en plus. C'est-à-dire que elle... bon, évidemment, je peux le dire puisque tu ne parles pas à Diane. Mais j'espère avoir le droit à la parole après. mais Diane de Célier va prendre des risques. Elle va illustrer la Genèse par des œuvres abstraites. Il fallait quand même oser. Hein. Il fallait oser. Et en fait, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça, de voir? Parce que on peut illustrer de 1000 façons, mais ça donne à voir une interprétation sur le texte, sur le poème, et ça peut aider, effectivement. C'est une aide. Au Moyen-Âge, on n'illustre pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas représenter ce dont on parle. On va amener quelque chose en plus. C'est pour ça qu'une image au Moyen-Âge est passionnante, parce qu'elle apporte un langage en plus, comme si le texte apportait une histoire, et en plus l'image va commenter ce texte, et va apporter quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est tout l'art symbolique du Moyen-Âge, où chaque geste avait un sens, où chaque couleur avait un sens, et où les gens le comprenaient. Et donc, ils bénéficiaient du texte et de l'histoire, et puis ils bénéficiaient de l'image. Ouais. Il y avait un double discours qui était apporté. Alors, moi, je suis pour illustrer chaque poème et chaque grand texte. Évidemment, le secret, moi j'ai envie de vous poser la question, Diane de Célier, qu'on doit vous poser 1000 fois par jour ou par semaine, c'est comment vous faites le choix, comment vous trouvez un poème, vous devez le fermer les yeux, voir s'il y a des couleurs, je ne sais pas. Comment vous faites? Alors, je vais vous répondre à comment je fais, mais j'aimerais répondre à Paul également, parce que Paul est un exemple absolument magnifique, non pas d'illustration, par exemple, nous avons travaillé sur l'Apocalypse de Saint Jean ensemble, illustré par la tapisserie d'Angers. Et c'est Paul qui a fait les commentaires de la tapisserie d'Angers pour éclairer le texte de Saint Jean, et il a fait, en faisant ça, l'exégèse, non pas du texte de Saint Jean, mais il a fait l'exégèse des tapisseries qui ont été faites pour illustrer le texte, en apportant également le regard du tapissier Hennequin de Bruges, enfin du dessinateur des cartons, et en faisant
quelque part œuvre sur œuvre, c'est-à-dire qu'elle commente les commentaires d'un texte sacré. Et cela donne une ouverture absolument bien plus grande. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et elle fait en cela un travail absolument extraordinaire parce qu'elle va creuser véritablement au plus profond de l'interprétation à travers les images du texte. Et donc un regard très, très différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'illustration est un terme que nous utilisons, mais qui, quelque part, n'est pas juste. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, ce n'est pas vraiment illustrer. C'est trouver des images qui vont rentrer en résonance, qui vont rentrer en dialogue, qui vont apporter quelque chose de plus que le texte. Si on me parle d'un papillon, je ne vais pas mettre un papillon en gros plan, mais je vais mettre dans ce que le poème exprime l'envol du papillon tel qu'il est présenté dans une image qui va nous permettre de monter un cran plus haut d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui caractérise notre démarche. La première fois qu'on a fait cet exercice extrêmement périlleux, c'était avec les Fleurs du mal de Baudelaire que nous avons illustré par la peinture symboliste et décadente. Mais en fait, dans un poème de Baudelaire, il va des cimes à l'abîme, et il faut qu'on essaye de comprendre quel est le point d'or, quel est le point fort, pour essayer de trouver une image qui va nous faire rebondir. Et nous faisions des séances de travail, je vois encore, avec toute la table qui était inondée d'images symbolistes et décadentes, en train de lire des poèmes et d'essayer de voir quel est le jaillissement pictural qui jaillissait du cri du poète. Vous voyez, donc c'est vraiment par étage. Et nous avons fait le même travail, évidemment, avec Emily Dickinson. Comment est-ce que vous faites? Vous rentrez dans la vision du personnage dont il est question, enfin du poète en question. Là, par exemple, Emily Dickinson, pardonnez-moi, j'étais sur Baudelaire et sur tous les autres. Et c'est vrai qu'on se demande comment... Parce qu'il faut quand même sacrément bien connaître. Il faut même se rapprocher intimement de la poétesse ou du poète en question. Ou alors de ne pas le connaître du tout. Et puis le découvrir, le jaillissement, lire les poèmes à haute voix, ouais. Se rassembler, méditer dessus, exprimer ce que l'on ressent. À plusieurs. Et puis à plusieurs, ouais. On a fait ça très souvent à plusieurs. Et puis trouver l'image qui va jaillir et qui va apporter quelque chose de plus, comme une autre note de musique, une autre couleur, un autre éclairage. Alors, mesdames, pour répondre quand même à la question, parce que les éditeurs risquent d'être un peu frustrés à la fin si on n'y répond pas, en quoi cela allège, en quoi la poésie allège-t-elle notre quotidien? Peut-être, point d'interrogation, parce qu'on y parle de mort, de naissance, de mort, de vie, d'amour, de peur, d'angoisse, de la vie. Paul Amblard et Diane de Sellier. Paul Amblard? Moi, je pense que le maître des mots, même si ce sont des images poétiques, avec des couleurs, avec des symboles, je pense que mettre des mots sur des sensations, encore une fois, du réel, parce que, à mon avis, un poète creuse très profond dans son âme, et je pense que ça fait beaucoup de bien. Parce que ça fait du bien à la fois à celui qui crée le poème et qui le tisse d'ailleurs, qui se forge. Vous savez, il y a Jean-Paul II, il a écrit la lettre aux artistes. Oui. Et dans la lettre aux artistes, il raconte que l'artiste, en créant, se crée lui-même. Et je trouve que c'est très juste, parce que celui qui arrive à mettre un mot sur quelque chose qu'il sent au plus profond de son âme, définit le monde, en quelque sorte, et le réhabilite, l'apprivoise. Et il permet au lecteur d'apprivoiser aussi le monde. Et ça fait du bien, parce qu'on ne contrôle pas tout, mais... Voire pas grand-chose du tout. Pas grand-chose, rien, hein, en fait. mais au moins, on peut tenter de définir un peu les choses et de les apprivoiser, encore une fois, je crois que c'est le terme. Pas de se les approprier, parce que, encore une fois, on ne possède rien, mais au moins d'essayer de définir pour se définir aussi. Ça allège ou ça... Comment peut-on dire? J'ai oublié c'est drôle, j'ai oublié le deuxième verbe, chère Diane de Sellier. Je voulais dire, ça plombe ou ça allège la poésie? Parce que c'est quand même tragique aussi, bien souvent. Pour moi, la poésie allège. Alors, Paul nous parle surtout du point de vue du poète qui crée.
Et moi, je vais plutôt vous parler du lecteur qui lit le poète, parce que c'est un aspect complètement différent. Je vais faire une petite digression en vous disant, par exemple, moi, je publie beaucoup de textes de mythologie, l'Iliade et l'Odyssée, l'Énéide, les Métamorphoses Ovides, le Ramayana, la Bhagavad Gita, enfin, tous des textes qui sont plus anciens. Et qu'est-ce qu'ils apportent au lecteur? Ils apportent cette distance créée par les siècles qui nous séparent de l'œuvre et par les peuples qui nous séparent d'aujourd'hui. Donc, on peut apprécier les valeurs qui sont transmises, les valeurs de courage, les valeurs d'amitié, toutes les valeurs très très fortes qu'on nous apprend dans ces livres fondateurs et surtout la culture grecque et latine qui est vraiment la nôtre. On apprend par la distance à comprendre ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et comment on peut vivre avec ça. Et la poésie crée cette même distance entre le texte poétique et soi-même. Oui, pardon. Oui. Suite pour cordes, andante con moto, mais j'aurais pu vous laisser finir votre phrase quand même, Diane de Sellier. Non, mais vous pouvez m'interrompre autant que vous voulez. Mais donc, c'est cette distance qui nous permet de saisir les émotions, de saisir une pensée, de saisir quelque chose au-delà des mots et au-delà de ce que le poète veut exprimer. Et si vous voulez, tout à l'heure, j'aimerais beaucoup vous lire un poème que j'adore, qui s'appelle « Je mourus pour la beauté » et qui résume un petit peu, je pense, tout ce que nous sommes en train de dire par rapport à la profondeur du texte poétique et de la manière dont on peut le lire. Léos Janáček, tout de suite. Je ne sais pas tellement comment ça se prononce, mais bon, c'est pas grave. La suite pour cordes, andante con moto, à tout de suite. Et nous venons d'entendre un extrait nous venons d'entendre, Léos Janáček. C'est ça, je l'ai bien prononcé? Oui, Diane de Sellier. Absolument. Cette suite pour cordes andante con moto. Et nous nous retrouvons pour parler de poésie en cette fin de semaine. Et si la poésie pouvait tout simplement alléger notre quotidien, nous donner cette distance par rapport au réel et aux difficultés et aux souffrances de notre quotidien et de notre vie terrestre, je crois que la réponse est déjà oui avec nos deux invités, Diane de Sellier donc, et Emily Dickinson. Les poésies, c'est poésie. Un livre qui doit peser 20 kilos. Je ne sais pas. Non, beaucoup moins que ça. Il en pèse 3,5. 3,5 kilos, c'est déjà pas mal sur une table. Bref, illustré magnifiquement également. Merci infiniment d'être là, ainsi que Paul Amblard, historienne de l'art, spécialisée qu'elle est dans l'iconographie et l'iconographie du Moyen-Âge, et qui a publié dernièrement La Chambre de l'âme aux éditions Salvator. Effectivement, Paul Amblard, votre regard sur effectivement peut-être cette distance, qu'est-ce qu'on cherche quand on est un lecteur? Qu'est-ce qu'on cherche au fond dans la poésie, à trouver dans la poésie? Qu'est-ce qu'on y cherche depuis la nuit des temps? Moi, je voulais revenir sur ce côté, la poésie, est-ce que les poèmes un peu sombres vont pas nous plomber? C'est la vraie question. Mais en fait, non, parce que un poète décrit les nuages, mais dépasse les nuages. C'est-à-dire que même si le poème est sombre, les mots utilisés peuvent être tellement beaux. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que vous adoriez les poèmes difficiles, les poèmes noirs, qui parlent de mort, de peur, d'angoisse. Mais pourquoi? Parce que les mots utilisés sont tellement beaux qu'on dépasse peut-être cette mort. Et vous voyez, il y avait Alfred de Vigny qui disait que la poésie, c'est de l'enthousiasme cristallisé. C'est joli. Et je trouve ça joli.
parce que c'est vrai que c'est tout à fait ça. Quand Baudelaire, il va décrire la charogne, il va décrire des choses très sombres et sulfureuses. Le dark side de l'humanité. Allez, un petit. Allez-y. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. C'est très beau. On a envie de rajouter. Donc on est dans les miasmes morbides, mais tout de suite, il passe le nuage, comme tu le dis, Paul. Il va au-delà du nuage et il part dans les espaces limpides. Magnifique. Et c'est ça la poésie. Sublime. C'est ça le talent d'un grand poète, effectivement. Et c'est ça la poésie. C'est ça la poésie, c'est de transcender toute notre horreur. C'est difficile d'être poétique dans ce monde. C'est difficile d'être poétique dans ce monde. Mais oui, c'est difficile parce que le monde est malheureux. Et c'est très difficile, mais c'est faisable. Parce qu'il est à la surface aussi de lui-même, peut-être, pour en revenir à cette notion de vérité et de beauté. Mais parce que, en fait, être poète aujourd'hui, c'est nécessaire. Ouais. Ça revient à une transcendance. Et si on n'aborde pas ce côté-là de la vie, on passe à côté de l'essentiel. Ouais. Diane de Célier, c'est vrai ça? Je suis totalement d'accord, mais la poésie, on peut aussi lui adjoindre la recherche de la beauté, la recherche de la vérité. C'est un art, la poésie. Et donc, toutes ces notions, poésie, beauté, art, vérité, quelque part se rejoignent. Et quand vous êtes dans la poésie, mais profonde, la vraie, c'est de l'art, c'est de la vérité et c'est de la beauté. Comme un brin d'herbe que l'on va regarder sur une pelouse. Comme ce petit poème d'Emily Dickinson qui tient en trois vers. Attendez que je vous le retrouve. Ouh là là. Ouh là là, dans tous ces poèmes. Dans tous ces poèmes que j'avais tellement envie de vous lire. Et bon, je ne le vois pour pas. Toi, ce sera pour plus tard. Ce sera peut-être pour plus tard. Mais vous avez par exemple des haïkus. On parlait de la nature tout à l'heure. Vous avez des haïkus, c'est tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui, dans la mesure où on a cette très belle exposition au musée Guimet sur le dit du Genji. Vous avez un haïku qui sont essentiellement des poèmes de nature en 17 syllabes, très très courts. C'est les poèmes les plus courts comme style poétique. Tirant de l'eau les bruits du sabot des moines gelés. Ça, c'est un poème de Matsuo Basho. Ou alors, encore plus proche de la nature, des lotus en fleurs, une petite gare solitaire. Ça, c'est de Mozoaka Shaki. Et tous ces poèmes, ou alors de Murasaki Shikibu, là, qui est dans le waka, qui sont des poèmes un peu plus longs de 31 syllabes, on a également « Ah, quel bonheur rare, d'arbre en arbre voletant de l'abri des fleurs, jusque l'ancien nid du Val, Rossignol s'en est venu. » Des petites cartes postales de lumière, je ne sais pas. Et c'était la manière dont les jeunes filles et les hommes communiquaient entre eux et se faisaient des déclarations d'amour en se donnant des petits poèmes comme ça qui avaient toujours un sens secondaire et qui était juste une suggestion. Je me suis trompée d'époque. Une suggestion qui en disait très long. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes trompée d'époque parce que les femmes à l'époque vivaient très recluses et les hommes avaient beaucoup de prérogatives. Donc je ne suis pas sûre que c'était oui, pour le romantisme, mais non pour le reste. Mais encore qu'à l'époque Heian, qui est l'époque du dit du Genji, la culture, les arts, les bouquets de fleurs, l'exaltation de la nature, tout était très présent. C'est une époque magnifique. Ouais, mais c'est une capacité de s'émerveiller. Là, on le voit bien avec ces petits haïkus. Et c'est vrai qu'aller voir la lune, regarder la lune, c'était effectivement un message amoureux. Ouais, tout avait un sens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tous les petits détails, en fait, tout avait un sens. Oui. Le sens du détail, aujourd'hui, on a l'impression que c'est loin de nous, tout ça, un petit peu. Encore une fois, je pense qu'on devrait revenir... C'est à notre portée, en fait, c'est ça que vous dites. On devrait revenir à ce regard. C'est pour ça que, pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur la poésie apprise aux enfants, je pense que c'est important parce que c'est une respiration dans une journée, c'est un autre regard sur le monde, c'est une autre façon d'aborder le monde. Et ça me paraît très important par rapport à ce que Paul est en train de nous dire, c'est vraiment une prise de possession du monde à un autre niveau, comme de regarder la nature, comme de la contempler. Alors, et encore une fois, Paul Amblard, j'ajouterais qu'apprendre de la poésie par cœur, même si c'est barbant quand on a 4 ans ou 8 ans, c'est essentiel. Parce que c'est comme apprendre ses gammes. Après, comment on fait de la musique ? Il faut bien passer par cet apprentissage-là. Et il y a des poèmes qu'on a appris petits, qui vraiment, c'était un pain somme d'apprendre ça. Mais par contre, ça s'est inscrit corporellement en nous.
Et on se remémore ça quelques années plus tard et on est heureux. Ouais. Et mourir, pour toi, était trop parcimonieux. Le premier grec venu pour le faire, vivre 12 amis est plus onéreux. Vivre 12 amis est plus onéreux. C'est ça que j'offre. Mourir est moins que rien. Une fois passé, mais vivre inclut de mourir maintes fois sans pour autant la trêve de la mort. C'est presque un haïku. C'est d'une profondeur terrible, parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, mourir est facile quelque part, alors que vivre, c'est mourir maintes fois. Ouais. De le dire avec cette forme poétique nous fait vraiment prendre la mesure de ce que représente la vie et de ce que cela représente comme courage de vivre, et donne à la mort sa portée, mais en mettant la mort comme quelque chose de doux presque. De presque doux. Ouais. Et c'est une femme, quand on connaît un petit peu la vie d'Emily Dickinson, qui a vécu très recluse, qui s'est concentrée sur le monde d'abord de sa ville, puis petit à petit de son jardin, puis petit à petit de sa maison, qui lisait énormément. Ouais. Donc il y avait une très grande culture littéraire, Shakespeare, la Bible, Emily Brontë, qu'elle aimait beaucoup, et qui s'est vraiment nourrie de textes et nourrie de son regard sur son jardin. Et qui est allée chercher vraiment au tréfonds d'elle-même tous ces poèmes qu'elle ne voulait pas que l'on publie. Elle voulait qu'à sa mort, tous les poèmes soient détruits, et elle écrivait des poèmes sur des petits bouts de papier, un petit peu sur ce qui lui venait, et parfois elle les rassemblait dans des cahiers, mais tout ça c'était dans des boîtes, dans des tiroirs. Et sa sœur, Lavinia, n'a pas voulu exécuter les ordres de sa sœur. Elle a publié ses poèmes, et heureusement, parce que c'est une manne divine, la poésie d'Emily Dickinson. Et quand je dis divine, je pèse mes mots. Elle va bien au-delà des mots. Elle nous emmène dans un autre univers pour lequel il faudrait peut-être 5 pages de texte pour exprimer ce qu'elle exprime en 4 versets, ou en un quatrain, ou en quelques vers. J'aimerais vous lire celui pour la beauté, parce que je trouve que c'est un des très très beaux, et en plus, je pense qu'il donne bien un petit peu la mesure de comment rassembler la beauté, la vérité, l'art, et puis mon travail depuis quand même plus de 30 ans. Wow. Donc voilà. Elle écrit ceci. « Je mourus pour la beauté, mais à peine étais-je ajusté dans la tombe que quelqu'un, mort pour la vérité, fut couché dans la chambre à côté. Il me demanda doucement « Pourquoi es-tu tombé ?»« Pour la beauté, répliquai-je. Et moi, pour la vérité, qui ne font qu'un. Nous sommes frères et sœurs, dit-il. Et ainsi, tels des parents qui se rencontrent une nuit, nous devisâmes d'une chambre à l'autre jusqu'à ce que la mousse atteigne nos lèvres et recouvre nos noms. » C'est sublime. C'est vrai que c'est tellement minimaliste en même temps, bien de Oui, s'allier. et cela va tellement loin. Et cela va tellement loin. On est au-delà de tout quand on fait ce rapprochement-là, et quand on fait cette union-là entre la beauté et la vérité. Et j'ai envie de vous rajouter cette phrase Gervais de Canterbury au XIIe siècle qui dit « Avec la beauté resplendit la lumière, au ciel nous contemplerons la beauté en face, nous n'aurons plus besoin de l'art. Sur terre, nous ne pouvons jamais nous en passer. » C'est magnifique. Oh, comme je suis d'accord. Paul Amblard, ça pourrait être... Mais voyez, pour revenir à Emily Dickinson, c'est une femme qui effectivement est devenue ermite dans sa chambre. C'est la légende en tout cas. C'est la légende. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. J'aime bien cette légende. Oui. Mais en tout cas, elle voyait le monde. Elle a visité le monde de sa chambre ou de son petit lieu. À travers la littérature. De sa maison, en tout cas, où elle sortait de moins en moins. Et elle lisait tellement qu'elle certainement s'est faite une idée du monde. Oui, et puis elle avait une capacité intérieure à avoir un dialogue, on le voit bien avec le poème qu'a lu Diane, d'avoir des allégories qui venaient la rencontrer, la visiter. Il faut savoir qu'Emily Dickinson entretenait une correspondance très très importante avec énormément de gens, dont avec un pasteur, avec sa belle-sœur, avec des amis, et elle a rempli un nom. On a retrouvé qu'une partie de sa correspondance
correspondances, mais c'est un très très gros volume chez Bouquin de sa correspondance traduite. C'est une femme, Françoise Elfi, qui a traduit aussi bien les poèmes que la correspondance, l'intégralité des poèmes et l'intégralité de la correspondance connue. Et donc, elle avait ce double regard entre son action poétique et cette correspondance très, très nourrie qui touchait beaucoup à la spiritualité. Donc, il y avait ce côté refermé sur elle-même et ouvert sur le monde à travers l'écriture, à travers le langage et à travers les idées qui passaient, soit dans une forme longue, qui était sa correspondance, soit dans une forme très rassemblée, qui est sa poésie. Et il faut comprendre les deux pour vraiment mesurer l'importance de son action poétique. Eh bien, nous retournons au XXe siècle avec les poèmes de Michel, si vous le permettez, mesdames, de Terry Moïse, tout de suite. Sa vie ne permet pas. Si jeune, trop mûre, elle connaît déjà la fin, les nuits dures. Elle s'écrit une vie pour pouvoir tout changer. Changer dans les poèmes de Michel, les enfants ailes pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver, rêver. S'enfuir de tout, le crayon sera sa clé, les faits sont un vers, une rime, les mots s'unissent pour protéger la victime. Il faut ce mot pour pouvoir tout changer. Changer dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes. La poésie donnera-t-elle toujours des ailes? Je pense que oui, vu ce que nous racontent nos deux invités, ce rêve, cette invitation au rêve et au voyage intérieur et extérieur aussi. Diane de Cellier est avec nous, éditrice qu'elle est, avec ce nouvel ouvrage dédié
aux poésies d'Emily Dickinson. Paul Amblard est également avec nous, historienne de l'art spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge et la symbolique chrétienne. La Chambre de l'âme, c'est son dernier ouvrage chez Salvator. Effectivement, ce qu'on disait juste avant de nous séparer il y a quelques instants, mesdames, c'est presque ce côté tragique. Il faut être tragique pour être un bon poète, au fond. Un vrai tragique, ou pas? Est-ce que c'est ça, le secret, finalement? Est-ce que c'est ça? J'ai bien compris que ça ne suffisait pas, mais quand même, est-ce que c'est pas une condition? Non, je ne pense pas qu'il faille être tragique, mais je pense qu'un poète voit le réel. Et il envisage la laideur du monde, Ouais. mais il la dépasse. Encore une fois, il voit autre chose. Et il voit quoi? Il voit la beauté, on revient à la beauté. Il voit la beauté dans la laideur. Il voit que tout peut être restauré par la beauté. Et, Même dans les miasmes morbides, mais vous savez, il y a du sublime. oui, il y a du sublime, ça c'est ce que Baudelaire a montré, et c'est ce que tous les mystiques ont montré. Et Christian Bobin, il dit que le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Waouh! Et Le monde est rempli de visions oui, qui attendent des mais yeux. parce que ce qui peut sembler, encore une fois, laid, sont des nuages. Et la profondeur des choses est belle. Ouvrez vos yeux, mais les vrais, vos yeux C'est ça, les yeux qui de cherchent la l'âme. vérité et la beauté. Les yeux de l'âme. Diane de Célier, Emily Dickinson nous y invite finalement à ça dans ses poèmes. J'ai Emily l'impression. Dickinson nous y invite et Paul nous y invite aussi parce que tout ce que Paul écrit, dont La Chambre de l'âme, qui est son dernier roman, elle va très très loin dans cette profondeur et dans ce dépassement de la laideur. Alors elle n'écrit pas sous une forme poétique en vers, mais chacun de ses livres, et celui qui nous a fait nous rencontrer, que j'ai tellement aimé, Le pèlerinage intérieur, est une plongée dans la profondeur d'une personne à travers tout ce qu'il peut projeter sur l'extérieur. Donc il y a sans arrêt ce retour, et je pense que la pensée poétique de Paul est très intense. C'est-à-dire qu'il y a une... Merci. je vous laisse dire merci. Paul Amblard, le temps passe tellement vite. Mais en fait, c'est peut-être... Non, parce que j'essaie de trouver un petit peu, de dégoter qu'est-ce qui nous fascine tellement chez les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Mais là, on parle évidemment de ceux d'hier. Cette espèce de mélange, d'alchimie entre les projections, entre ce qui traverse les poètes et en même temps le reflet du monde, quoi. Et c'est une double capacité, c'est étonnant. Je trouve ça quand même... c'est vrai que c'est fascinant. C'est peut-être ça Oui, qui nous c'est fascine. fascinant. Et puis les poèmes, c'est un besoin aussi d'écrire de la poésie. C'est un besoin d'écrire. C'est un besoin de s'exprimer à travers la poésie. Et maintenant, on peut rapprocher la poésie aussi de la musique, parce que la musique, c'est aussi une façon, à travers des notes, à travers des mots, à travers les chants, les compositions poétiques des artistes, de découvrir le monde et de l'exprimer d'une autre façon. Et tout ça se rassemble. Et puis ça ne prend pas une ride. Regardez ce poème, je ne sais plus quelle page dans votre livre, Diane de Célier. A-t-on jamais vu pareille oisiveté sur un talus de pierre à lézarder pendant des siècles sans même lever les yeux une seule fois pour trouver le midi? C'est somptueux. Mais son midi est tellement intérieur. Mais C'est presque hypocrite de sa part, parce qu'elle n'a pas besoin de lever les yeux, tout est à Mais oui. l'intérieur d'elle-même. Et pourquoi un poème nous touche, et quelle que soit la provenance de ce poème, l'origine et la date de ce poème, parce que ça parle de l'homme, ça parle de notre rapport au monde, ça parle du monde. Et voilà, ce n'est pas daté, en fait, un poème. C'est pas toujours daté, les mêmes oui. sentiments qui traversent. C'est presque rassurant, je trouve. Moi, souvent, je suis rassurée quand je me dis on marche sur la tête, l'homme augmenté, c'est effrayant, on aura bientôt plus de cerveau, on sera des hommes-machines. Et on voit quand même, quand on lit ces poètes de tous les siècles qui nous ont précédés, je trouve ça rassurant de se dire qu'on est traversé quand même par les mêmes sentiments. Il y en aura encore des poètes, et heureusement, parce que c'est le rayon de soleil qui passe à travers les nuages, c'est le brin d'herbe avec la pâquerette qui va s'ouvrir dans une pelouse, et c'est le regard que l'on a sur le monde qui nous rend poète aussi, parce qu'on a un regard créatif quand on est poète. Donc c'est tout cela, donc il ne faut pas désespérer du monde. D'abord, il est ce qu'il est, et puis c'est à nous de le rendre beau, de le rendre souriant et de le nourrir. Et la poésie nourrit énormément. Et elle apprend à être ce Et elle que l'on apprend à est. être. Absolument.
absolument. Il y a une... Et puis, si vous voulez, aussi, dans la poésie, il y a, et pour Emily Dickinson, c'est certainement très vrai, il y a tout son monde intérieur. Et ce monde intérieur, le « je suis », Oui. on va le retrouver, c'est une thématique qui m'intéresse toujours beaucoup, on va le retrouver aussi bien chez les hindous, avec par exemple dans la Bhagavad Gita, ce texte magnifique, « Je suis le goût de l'eau, la lumière de la lune et du soleil, la syllabe des savoirs sacrés, la vibration sonore dans l'espace, la virilité des hommes, le parfum de la terre, je suis l'ardeur du feu, la vie de tous les êtres. » Et quand vous lisez ça, presque comme une poème, comme une prière, vous ne savez même pas comment ça vous nourrit, mais ça vous élève complètement. Et on publie l'année prochaine un livre, un conte initiatique Peul, où j'ai relevé ceci. Le Kaidara, qui est le dieu des dieux de la pensée, Peul, je suis la ville inaccessible à l'autre. Je suis la tornade et les éclairs du ciel. La lionne aussi, bien sûr, c'est moi. Je suis le fleuve qui avala et je suis la pirogue. Je suis le passeur et je suis aussi. Et tout cela, et puis ça nous rejoint aussi dans notre chrétienté, dans la Bible, le fait d'être, d'avoir Dieu en nous. C'est tout cela, ça nous rassemble. Ça, c'était au Moyen-Âge déjà. Il y avait une poésie au Moyen-Âge. Bien Une sûr. forme de poésie. D'ailleurs, tout l'art est poétique. Il est symbolique, donc on va utiliser des images. C'est le peu de le dire, Ouais. en art et aussi effectivement dans les textes. C'est une façon, encore une fois, de mettre des mots sur des sensations, sur une spiritualité, c'est essayer d'apporter une définition du monde et aussi de se placer, de voir, comment dire, d'avoir un rapport au monde qui est aussi, voilà, on regarde la beauté et la beauté nous crée. C'est comme quand on regarde une icône. On regarde une icône, mais on n'est pas que spectateur de cette icône. Cette icône nous renvoie un langage, nous renvoie une poésie qui fait qu'on va devenir différent. Une sorte de prière. J'aimais bien la définition de Diane de Célé. Vous êtes d'accord, Paul? Bah, Une sorte tout de à prière, fait. une poésie, quand on dit Une en poésie, fait. ça touche tellement au cœur de ce que l'on est que ça ne peut être qu'une prière, parce que ce que l'on est, nous sommes des êtres spirituels. Donc, si ça touche l'esprit, évidemment que ça va être une prière. Même si certains poètes se méfiaient de Dieu ou lui vouaient une certaine forme de haine, Diane de Célier et Paul Amblard. Oui. Je ne sais pas si on peut le dire, mais pour certains, et pourtant ils nous transportent quand même. Beckett était-il un poète? J'en sais rien, mais Regarde, écoutez ce qu'écrit Kafka. allons-y pour Kafka. L'art, Oui. et on pourrait dire la poésie, l'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Et ça me paraît essentiel comme phrase, parce qu'il y a beaucoup de choses très fortes là-dedans. Une main qui donne, c'est-à-dire que quand on crée cet acte poétique, on crée pour nous-mêmes, on a notre regard, on a notre profondeur, et on va l'exprimer, le transmettre au monde. Et en l'exprimant et en transmettant au monde, on est une main qui donne. Et je trouve l'image magnifique parce qu'elle relie les hommes entre eux, et elle relie le monde entre eux, et elle relie tous ces regards différents que l'on peut exercer sur le monde et que l'on peut exprimer par un sourire, par une attention, par un poème, par une musique, par un tableau, par un jardin. Toutes ces modes d'expression sont des actes poétiques. Et, c'est vrai que, Et ces actes poétiques sauvent le monde. Et on en a besoin, et de plus en plus. parce qu'on en a besoin de plus en plus, parce on se replie un petit peu sur notre petite pensée un peu prête à penser, enfin notre pensée un peu étriquée. Oh, notre petite Ça peut pensée être prête ça. à penser, on l'aura toujours, mais il Ouais. faut essayer de l'élever. Et c'est vrai que les poètes nous aident à l'élever. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, de prime abord, qu'un poète est un peu centré sur lui, etc. Alors qu'en fait, c'est une main donnée, effectivement. Peut-être c'est ça qui est étonnant. De prime abord, on se dit, voilà, ce sont des êtres, dont on les imagine dans un peu leur tour d'ivoire ou derrière leur grimoire, enfin bref, j'imagine Regardez, bien avec oui, leurs plumes mais- doigts, peu importe, mais c'est vrai qu'on les imagine hors du monde. Mais non, Alors qu'en fait, ils sont au contraire complètement Non, tournés vers le monde. les poètes nous permettent justement de dépasser nos
nos réflexes de voir que le monde est au-delà du visible. Ouais. Et c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture du regard. Une petite phrase de Rilke. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ces richesses. Pour le poète, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu indifférent. Ça aurait été un beau mot de la magnifique. fin. Ça aurait été un beau mot de la fin, ça, Paul Amblard. Mais c'est pas fini. Quand vous mieux. Emily Dickinson, pour rejoindre ce que vous disiez il y a 2 minutes, Emily Dickinson, on peut croire qu'elle vit dans ses grimoires enfermée sur elle-même et dans son monde à elle, mais regardez la diffusion qu'a eu sa poésie après sa mort. C'est une fleur qui s'ouvre, c'est un arbre qui étale tout son feuillage, c'est vraiment un cri lancé vers le ciel dont nous profitons tous aujourd'hui. Et cette phrase de Rilke est absolument magnifique aussi, parce qu'effectivement, elle nous relie tous. Est-ce que le tragique, on a une mauvaise définition peut-être aujourd'hui aussi du tragique, comme si c'était une fatalité qu'on ne pouvait pas. La poésie peut-être nous apprend à dépasser ce qui apparemment est tragique. Diane de Sellier, c'est un peu ça aussi. Oui, probablement. Ça traverse les nuages, comme vous disiez tout à l'heure, ça nous aide à aller vers le soleil. Oui. Mais maintenant, tout dépend aussi du poète. Comment va-t-il transcender le côté tragique de ce qu'il vit? Avec quels mots va-t-il l'exprimer? Et où va-t-il rejoindre notre âme et nos émotions? Et puis, du point de vue du lecteur, en quoi le tragique du poète va me permettre de dépasser ma condition humaine ou de dépasser les problèmes que j'ai et me permettre de regarder dans une autre dimension, à une autre altitude, avec un angle ou un prisme différent, comment, à partir d'une matière qui est donnée librement, sans jugement et sans conseil, comment est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce qu'Homère, par exemple, était un poète? Est-ce que finalement, c'est l'âme du poète qui compte, qui prime dans la définition de la poésie? L'âme, et puis aussi la manière dont il va l'exprimer, parce que l'âme du poème lui appartient pour être poète en lui-même, mais après, la diffusion et le partage est quelque chose de très très important pour communiquer. Donc, donc vous êtes une vraie poétesse finalement. J'allais dire, Diane de Sellier en est devenue une, moi, et Paul Amblard en est une alors. Moi je n'écris pas de poème, enfin pour l'instant. Vous avez l'âme d'une poétesse. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une vision particulière, encore une fois. Et que le poète nous permet pas de s'échapper. Pas de s'échapper. Au contraire, de ne pas se distraire. Ce n'est pas une distraction, une poésie. C'est au contraire, c'est une consolation de ce que l'on vit, qui n'est pas toujours facile, et qui trouve une solution, une capacité à être dépassée. Dire que c'était le terme qui m'échappait depuis le début de cette émission et c'est Paul Amblard qui l'a affirmé. C'était la consolation. Eh bien, merci beaucoup. Aussi, elle nous apporte cela, la poésie. Merci mesdames. Et je rappelle, ces poésies à se procurer d'urgence. Diane de Sellier, les poésies d'Emily Dickinson, y compris poétiquement et picturalement. C'est presque un essentiel pour cette saison hivernale et bientôt printanière. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici dans nos studios. Merci Paul Amblard et votre chambre de l'âme non moins poétique chez Salvatore. Merci mesdames. Merci à Cédric Copa d'avoir réalisé l'émission et Jessica Vianini pour l'avoir réalisée.